des situations qui peuvent vous amener d'être sanguin, colérique, flegmatique, mélancolique. Mais, quel que soit le comportement de la personnalité de la bête, on sait qu'un athlète doit être discipliné. La discipline, c'est la discipline qui amène vers la performance. C'est vrai qu'il y a des gens disciplinés, mais n'atteignent jamais la performance. C'est bien toujours. Et dans la peur, vous savez qu'il y a la peur de gagner, il y a la peur de perdre. Le bon stress. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Et parlant du stress, il faut dire que le stress est une réaction normale du corps face à une situation. C'est une réaction normale. Quelqu'un qui ne stresse pas, tout individu stresse en fonction des situations. Tout individu stresse. Mais il faut ce stress-là qui vous pousse, qui soit comme une motivation plutôt qu'un obstacle. Et pour lutter contre, pour mettre en place ce genre de stress, il faut toujours être en compétition, régulièrement en compétition. C'est la compétition, c'est frotter la difficulté qui nous fait surmonter la peur. Et vous avez échangé avec M. Wassou hier. Parce que moi, ce que je comprenais, c'est que vous qui êtes responsable du côté mental du joueur, l'entraînement mental, la préparation mentale, vous devez dialoguer, vous devez échanger. C'est comme un médecin qui échange avec le patient. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ci? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui ne te permet pas d'aller plus vite? Et au-delà de ça, il y a la visualisation. Pour ne pas dire la vidéo. Au-delà des aspects, c'est que tu peux émettre de façon subjective. Il y a aussi les aspects objectifs. La position du corps, on a parlé de la biomécanique, ou bien on va parler de la biomécanique. La position du corps influence aussi un geste sportif. La position du corps. Comment sont alignés les segments du corps, de la tête jusqu'aux pieds? Comment je dois déstabiliser mon adversaire en judo? Ça ne se fait pas n'importe comment, c'est un alignement de segments. Donc, le côté émotionnel, c'est un côté qui nous échappe. Et comme l'athlète, c'est un être humain comme vous et moi, quand il a faim, il a faim. Quand il a soif, il a envie de boire. C'est quelqu'un, on a parlé d'affectivité, on a parlé d'amour. Un athlète ou une athlète peut avoir, sur le plan affectif, des problèmes avec son mari ou son épouse avant la compétition ou pendant la compétition ou même après la compétition. Cette dimension affective influence également, ça peut bloquer, ça peut annuler, ça peut être un obstacle pour cette athlète, ça peut être sur le plan, comment je peux dire ça, affectif entre un couple, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan social. Un athlète peut être en conflit avec l'humain. Il peut être en conflit avec son épouse ou son mari,
avec sa famille ou sur le plan social. Sur le plan social, tu peux le quelque part. Le bailleur vient cogner. Oui, le bailleur vient cogner. Quand tu pars aux entraînements, tu regardes, est-ce que le bailleur est là? Il faut que j'aille aux entraînements. Mais le fait même de faire ça, de jongler, tu pars à l'entraînement avec ça dans ton subconscient. Là où je m'entraîne là-bas, je suis en train de m'entraîner là. Qu'est-ce que le bailleur est en train de faire dans mon studio, dans ma chambre, dans ma maison? Si vous avez des enfants, vous voyez que ça sera encore plus, comment je peux dire ça? Plus pointu. Oui. Vous allez entrer dans l'inquiétude et quand l'inquiétude est exagérée, vous devenez anxieux. L'anxiété. L'anxiété fait aussi partie des émotions. Une grande inquiétude. Donc, il y en a tellement. Et pour mener à bien tout ceci, si vous avez 100 joueurs, si vous avez 100 adeptes, c'est 100 comportements différents. Et ce n'est pas comme une piqûre. Parce que tu as le palu, je t'injecte, le feu vient aussi, j'injecte la même piqûre. Non. Ce que je t'injecte, je peux injecter à l'autre. Il ne guérit pas. Et vous savez que même dans le cadre du palu, on doit souvent faire le test du sang pour voir à quel niveau vos plasmodiums sont pour choisir le bon médicament. Et vous avez fait science, vous savez que les plasmodiums, après chaque 4 heures, il y en a qui se divisent. Après chaque 8 heures, se divisent. Après chaque 16 heures, après chaque 24 heures. Quelqu'un qui a le palu, il y a de cela 24 heures, ne peut pas prendre la dose. La même dose de comprimé que quelqu'un qui vient d'avoir le palu, il y a de cela 1 heure. Donc si, dans ce cadre-là, on est d'accord, à plus forte raison dans la dimension psychique, je peux parler à X, la personne comprend, je peux remonter son moral, j'utilise les mêmes mots pour Y, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc c'est ça, il faut comprendre que les comportements sont dynamiques, très instables. Très instables. On peut tout prévoir. Vous pouvez tout prévoir. Vous mettez tout en place. Vous ne savez pas à quelle minute près on va sortir votre meilleur joueur. Or, le dispositif tactique que vous avez mis en place, c'est pour toute la durée du match. Mais 5 minutes après, bam, on lui donne le carton rouge. On lui donne le carton rouge parce qu'il n'a pas pu se motiver, il n'a pas pu être discipliné. Vous remettez tout en place. Le temps de remettre tout en place, c'est un avantage déjà pour l'équipe adverse. Parce que même sur le plan psychologique, comme vous l'avez chamboulé aussi sur le plan technico-tactique, c'est comme ça que sur le plan psychique aussi, les choses sont chamboulées. Et c'est au fur et à mesure que la rencontre va avancer. Et que peut-être que l'équipe adverse ne prend pas de l'avance sur vous, que petit à petit, si vous gagnez un peu en confiance, au fur et à mesure.
Et ici, on parle aussi du dopage. La peur. Il y a 3 façons de résoudre un problème. 3. 1. Soit on affronte le problème, soit on l'ignore, soit on fait semblant. Donc, dans le domaine, oui. Pardon? Je dis, lorsqu'on est face à une difficulté, quand il n'y a pas de problème, difficulté, obstacle, quand on est face à un obstacle, il y a 3 façons de le résoudre. Soit on affronte le problème, soit on l'ignore, soit on fait semblant. Et dans le domaine du sport, et même dans le domaine de la vie quotidienne, pour résoudre un problème, il faut l'affronter. Il faut l'affronter. Lorsque vous ne l'affrontez pas, ou bien vous faites semblant, à chaque fois que vous serez dans la même situation, si vous avez votre peur et que à ce niveau, elle va augmenter davantage. Parce que vous avez fui le problème hier. Aujourd'hui, vous êtes en face du même problème puisque vous avez été capable de le résoudre hier. La difficulté va se multiplier. Pardon? Si le problème à la maison, oui, justement, que ce soit à la maison, que ce soit avec la petite amie, que ce soit avec tes parents, que ce soit, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, il faut affronter le problème. Quand il y a affronter le problème, vous donnez les armes et les moyens pour le surmonter. Oui. Si, lors des entraînements, vous savez qu'il y a des athlètes qui trichent, vous mettez en place des ateliers. Vous dites ici là, vous allez faire 50 montres, machin, parce que vous savez ce que vous cherchez, peut-être le gainage, etc. Peut-être l'explosivité des jambes et tout ça. Peut-être la force des bras, peut-être la puissance. Vous mettez en place, parce que lors de l'entraînement, vous mettez en place des difficultés en fonction des ateliers. Et quand je dis que la peur peut être une difficulté, et quand je dis qu'il y a 3 façons de résoudre le problème, soit la peur, soit l'esquive, soit l'ignore. Il y en a qui trichent. Vous avez le dos tourné, qui trichent n'appellent pas. Mais le jour de la compétition, parce que tout ce que vous mettez en place comme exercice a un but précis. Si les autres, à la fin de l'entraînement, sont à 110%, par exemple, 110%, lui sera peut-être à 80%. Or, au fur et à mesure qu'on approche la compétition, l'intensité doit être comment? Très élevée. Et vous voyez que voilà un maillon qui va manquer dans votre chaîne. Oui. Parce qu'il y a des situations où, je vous ai dit que n'oubliez pas toujours, dans le cadre de la psychologie du sport, c'est toujours les comportements. C'est-à-dire quoi? Quelque chose qu'on observe.
manifestement, tout le monde voit. Tout le monde peut. Un fait qui revient chaque fois, c'est un fait scientifique. Un comportement qui revient chaque fois, c'est un fait scientifique. C'est-à-dire qu'on peut l'étudier de façon objective. On peut trouver les moyens de le contrecarrer, on peut trouver les moyens de le résoudre. Donc, on observe. C'est pour cela que la meilleure façon, que ce soit dans la vie ou bien dans le domaine du sport, il faut toujours affronter le problème. Pourquoi? En surmontant le problème, en résolvant le problème, il y a ce qu'on appelle une satisfaction personnelle. Quand vous surmontez un problème, il y a une satisfaction personnelle. Je crois que hier, vous en avez parlé. Oui, il y a une satisfaction personnelle. Mais quand quelqu'un a l'habitude de tricher, mais le jour où il est coincé, et la satisfaction personnelle fait quoi? Quand nous parlons des facteurs psychologiques, tu peux passer là. Dieu. Donc, l'impact de la satisfaction d'un problème a une influence sur quand vous surmontez ce problème-là, ça booste votre morale, ça vous donne des ailes, ça vous donne des envies d'aller encore plus loin. Donc, le fait de surmonter un problème, ça a une influence sur la confiance en soi et même sur l'image de soi. Ça, ce sont des facteurs psychologiques. L'image de soi. Et vous savez qu'en matière d'image de soi, l'image de soi va avoir quoi? L'image de soi. Une certaine valorisation de soi. Oui. La confiance en soi. Monsieur, l'image de soi d'abord, il y a l'image qu'on veut que les autres voient. Oui. Il y a l'image, il y a la personnalité. Oui, je dis, avant que les autres ne voient, toi-même. Le reflet. La perception que tu as de toi-même. L'image personnelle. L'idée que tu as de toi-même. Cette idée peut être négative ou positive. Et s'il faut qu'elle est négative, elle va influencer ta performance, ta manière de t'entraîner, ta manière de jouer. C'est pour ça que, comme au quartier, vous entendez souvent tel se sent, tel se sent. Oui, la confiance. Quand il pose le pied, tu sens que oui, c'est quelqu'un qui a posé le pied. Donc, tout ça, ça s'imbrique. Et on ne le travaille que lors des entraînements. C'est vrai, dans le document là, je ne vais pas faire allusion à l'apprentissage. Parce que dans le cadre de l'entraînement, apprentissage égale entraînement. Mais pour revenir, nous sommes entraîneurs, nous sommes joueurs.
C'est lors des entraînements, lors de l'apprentissage, qu'on inculque quoi? C'est lors de l'entraînement, c'est lors de l'apprentissage qu'on inculque quoi? Le savoir, si c'est dans le domaine de la connaissance, c'est lors de l'entraînement qu'on met en place la tactique. Par exemple, c'est lors des entraînements qu'on enseigne le geste technique. La fois passée, je vous ai parlé de l'enfant sauvage, vous avez parlé de Tarzan. Non. C'est quelqu'un qui a cherché. Tarzan, lui, marchait, non. Il sortait, il quittait d'un arbre à l'autre. Il marchait de ses deux pieds. Il faut chercher l'enfant loup ou l'enfant sauvage. C'est très important dans la relation entre l'hérédité et l'innéisme, ce qui est inné et ce qui est acquis. Donc c'est lors des entraînements qu'on éculpe, parce que l'entraînement est un processus de modification du comportement. L'entraînement, c'est un processus de modification du comportement. Comment on doit se comporter de façon globale? Comment on doit se déplacer de façon spécifique? C'est lors des entraînements. Et on a divisé, on a dit que ça c'est le psychisme, non? Cette partie-ci, le moi tel que vous apparaissez, tel que je suis là, j'ai subi un processus d'apprentissage. Un processus qui a modifié mon comportement, puisque l'objectif était de faire de moi un enseignant. C'est quelque chose de culturel, ce n'est pas inné. Vous êtes dans un processus d'apprentissage. Et dans ce processus d'apprentissage, on vous inculque les notions, les valeurs, les connaissances, et la pratique d'une discipline ou d'une autre. En termes savants, on dit savoir-faire. Ça veut dire que vous, sur le terrain, vous allez amener les gens à savoir-faire. Vous avez les savoirs et les savoir-faire, mais il faut les transformer en savoir-faire. Côté pratique. Et ce côté pratique-là a une influence sur le moi. Le moi, ce n'est pas seulement ce qui aussi, c'est l'athlète. Il n'y a rien. Et dis bien, il n'y a rien que vous n'avez pas travaillé à l'entraînement, que vous allez sortir au jour de la compétition. Rien. Pourquoi? Parce que le but de l'entraînement, le but de l'apprentissage, puisque tout ça c'est culturel, puisque tout ça c'est culte, puisque tout ça c'est un processus de modification du comportement, cela ne se fait pas de façon spontanée. Cela ne se fait pas de façon spontanée. L'individu-ci, l'athlète-ci, l'athlète, il y a dans notre
ciboule, s'il faut dire ça, dans notre tête, parce que dans notre système nerveux, pour ceux qui ont vu le système nerveux, il y a la zone de la mémorisation, il y a la zone de la vue, de l'odorat, de l'audition. J'ai parlé de la mémoire. Et j'ai dit que le jour de la compétition, il n'y a rien que vous allez faire que vous n'avez pas travaillé à l'entraînement. Quand je dis entraînement, ce n'est pas un entraînement. C'est chaque fois que vous allez faire. Oui, Je peux penser alors du génie. oui, le génie c'est autre chose. Le génie c'est autre chose. Le génie c'est le travail. Parce qu'au-delà du c'est vrai, le génie pourrait dire les capacités avec lesquelles certaines personnes naissent. Ou alors la facilité de certaines adeptes à réussir quel geste technique plus que d'autres. Je suis tout à fait d'accord. Chacun de nous a son plastique, a son corps, je veux dire ses muscles, etc. Il y en a qui sont flexibles, d'autres qui ne sont pas flexibles. Il y a d'autres qui sont facilement malléables, etc. Mais ce n'est pas parce que vous êtes génie que vous êtes soustrait à l'entraînement. Si c'est dans le cadre d'un sport collectif, vous voyez que si vous épargnez le génie, vous allez mettre en marque beaucoup. Et en tant qu'entraîneur, votre autorité sera mise en marque. Tout le monde les mêmes exercices. Tout le monde les mêmes exercices. Parce que dans une équipe, c'est presque les gens qui ont le même niveau, le même bagage technique, etc., etc. Donc, tu épargnes le génie, tu vas mettre en main le groupe. Au contraire, comment mettre en musique, comment harmoniser les talents des autres pour amener le génie à vous faire gagner. J'ai jamais une préoccupation. Oui. Comment gérer les tendances d'un sportif qui justement est génie, mais qui est un monsieur d'entraînement qui court de temps en temps, qui est le sport également, qui n'a pas, qui est le coach ménage, parce que malgré ses absences à certains entraînements, en jour du coach du match sur le 3 points, on le met et il fait fort. Je voudrais savoir comment gérer ce genre de joueurs. Bon, en fait, dans le domaine de la psychologie, il n'y a pas une formule mathématique pour gérer les individus. Il n'y a pas une formule mathématique que du 2x plus 1 est égal à 0. Il n'y a pas de formule mathématique. Ça dépend. Ce génie-là, ça dépend de la dynamique de groupe qu'il y a à l'intérieur, le niveau de cohésion qu'il y a à l'intérieur du groupe. Il peut faire ça, comment je peux dire ça, il peut faire ces manières-là, mais le groupe ne se sent pas frustré. C'est sa manière peut-être d'être. Parce que c'est ça aussi, hein. Vous devez avoir des athlètes qui ont leur façon d'être. Vous devez composer avec pour créer quelque chose d'harmonieux. Parce que vous allez à l'encontre, vous le détruisez et vous détruisez le groupe. Monsieur, est-ce que c'est le groupe qui le rend génie, Non, ce n'est pas le groupe. C'est pas le groupe qui le rend génie. Il a conscience de ses capacités, de son talent. Il sait qu'il est indispensable. Il y a des joueurs indispensables. Il y a des joueurs indispensables. Il y a des joueurs indispensables qui ont un mauvais caractère, par exemple. Pardon? Est-ce que les mêmes qualités pourraient avoir le même effet? Parce que par
C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de formule mathématique. Il n'y a pas de formule mathématique. Ailleurs, il peut quitter de cette équipe ou alors vous gérez mal. Il quitte de cette équipe où il avait une bonne dynamique de groupe, une cohésion avec ses coéquipiers. Il va dans une autre équipe et là-bas, c'est la catastrophe. Je dis qu'il n'y a pas de formule mathématique. Il n'y a pas de formule mathématique. Nous sommes là dans la dynamique du comportement. Et le comportement de l'individu est essentiellement instable, imprévisible. Je vais me m'attarder sur un cas particulier, le cas Pointillé par exemple, qui à Paris avait été, disons, mal géré par le coach Fernandez. Et lorsqu'il est arrivé à Barcelone, on a pris ces attitudes-là, on a manipulé, on a géré, et Barcelone a fait ce que Barcelone avait fait. Et le Fernandez a même rejeté après avoir chassé ce joueur. J'aimerais savoir si au Cameroun, par exemple, nous avons un joueur de la cabine qui se comporte comme ça, avec un public exigeant comme nous avons au Cameroun. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas pouvoir gérer ce genre de situation? Oui, on peut gérer, mais il faut savoir comment. Vous avez parlé de quelqu'un qui quitte d'un club à un autre club. C'est différent de l'équipe nationale. Et je vous ai dit tantôt que pour atteindre ces objectifs, il faut être discipliné. Il y a des comportements qu'on ne doit pas tolérer dans une équipe nationale. Et vous allez voir qu'il y a des individus qui sont très disciplinés dans leur club, mais quand ils viennent dans l'équipe nationale, ils viennent faire le désordre. Tout simplement parce que le problème, ce n'est pas les joueurs, mais ce sont ceux qui encadrent les joueurs, que ce soit sur le plan administratif ou bien sur le plan technique. Il y a des joueurs qui ne peuvent pas s'amuser dans les clubs là-bas, quel que soit, ils ne s'amusent pas. Quand on dit actuellement 10 heures, ils sont là avant 10 heures. Mais il y a des joueurs, quand ils viennent ici, c'est la cacophonie la plus joie. Et comme nous aussi, nous sommes ce genre de citoyens qui alimentons ce genre de comportement. C'est pour ça que vous allez voir les supporters de X et les supporters de Y. Mais, qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est la discipline. Que je sois supporter de X ou bien de Y, mon il doit être discipliné. La discipline est une valeur transcendantale, c'est-à-dire que qui dépasse l'espace et le temps. Que vous soyez en Chine, vous devez être discipliné. Que vous soyez en Amérique, vous devez être discipliné. Sans discipline, on n'atteint pas les résultats escomptés, surtout dans le sport de haut niveau. Portez votre chapeau, il n'y a pas de souci. Oui. Oui. Ah, non. Ça dépend. Si c'est le village, parce que c'est ce qu'on appelle le paranormal, la parapsychologie. Oui. C'est-à-dire ce qui est en dehors des théories que la psychologie maîtrise. Oui. Je me dis, un enfant qui a le talent, oui. Un enfant qui a des qualités, oui. Et il ne réussit pas. Oui.
dois aller au village. Non. Bon, on est là. C'est vrai. Il y en a qui n'ont pas de village, qui n'ont plus de village. Il fait comment? Pour celui qui n'a plus de village. Il n'a pas de village. C'est Il n'a pas de village. il est là, Dieu. Bon, si c'est Dieu, vous connaissez Jésus, là, quand il parle de Jésus. Il devait être le maire à la du monde. Hein? Non, c'est pour dire qu'il faut laisser ce qui est à Dieu, ce qui est à Dieu. Ce qui est dans le domaine de l'entraînement et la technologie. Ne faisons pas, ne mélangeons pas. Il a parlé du génie. Hein? Ne t'entraîne pas. Passe le temps à prier. Oui. Prie comme tu veux. Prie comme tu veux. La prière n'a aucune influence. Mais quand tu t'entraînes, la prière peut te rassurer. La prière peut te rassurer. Peut t'amener à supporter les obstacles, quel que soit le visible et invisible. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est cette capacité qu'on se donne à surmonter un obstacle. À surmonter les collines. C'est ça la foi. C'est-à-dire quand tu as la foi, rien ne te résiste. Rien ne te résiste. La foi peut te guérir également. Oui. Moi je dis qu'il faut faire la part des choses. Vous parlez de Dieu. Il y a les représentants de Dieu sur terre, non? C'est que ce sont les meilleurs athlètes. Oui. C'est que il y a les pasteurs qui sont les champions en judo, en boxe, machin, truc. Oui. C'est ce que je vous ai dit. On a parlé des facteurs de la performance. Si vous devez travailler pas, comment vous allez tenir dans un round, dans un combat de boxe de 10 rounds, de 3 minutes? Si vous n'avez pas travaillé les facteurs physiques, si vous n'avez pas appris à encaisser les coups au niveau du foie, au niveau des côtes flottantes, parce que c'est en tapant sur le corps que le corps s'ajuste. Ça, c'est le plastique. Ça, c'est le plastique. Il obéit aux exercices qu'on lui impose. Le corps obéit aux exercices qu'on lui impose. Tout ça en relation avec le psychisme, avec le mental, le côté mental. Donc, le village. Oui, c'est bien, c'est pour rassurer. C'est pour rassurer. C'est important. Et son nom. Écoutez. Quand tu me poses la question, tu es en train de discourir. Donc, quand vous avez une question, posez de telle sorte que nous tous on puisse gagner. Et son nom. Monsieur Wasson parlait du projet sportif. Et il a parlé de la famille. N'est-ce pas? La famille. Donc quand tu parles des grands-mères, c'est la famille. C'est la famille qui est partie prenante dans ton projet, dans ton processus. Il y a aussi que la famille peut ne pas être partie prenante. Oui. Mais toi, en
athlète qui travaille ou bien coach, tu sais que c'est le travail qui est le chemin de la réussite. Et il y a ce qu'on appelle le fait de mentaliser les idées négatives. Mentaliser les idées négatives. C'est très important. Je vous parler des stimulus-réactions l'autre jour. Tu parles du village. Tu peux, dans le cadre du village, un oncle te promet quelque chose de négatif. Tu mentalises cela. De telle sorte que, même si tu comptes ton pied en allant à l'entraînement, tu vas dire c'est mon oncle. Or, de façon objective, c'est parce que tu n'as pas fait attention. Donc, tu peux mentaliser quelque chose et vous allez faire la philosophie. La philosophie n'est pas quelque chose d'aérien, quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. Vous avez vu des cas. Je pense donc, si j'ai une idée positive, la façon dont j'apparais aussi cela positive. On parlait de l'image. Si j'ai une idée négative de moi, je peux aussi apparaître de cette façon. Je pense donc les idées négatives ou positives guident la dynamique du comportement. Monsieur, Oui. ok, ça veut dire que les idées positives ou négatives ont également une influence sur la performance. Bien sûr. Bien sûr. Et les idées négatives, puisque dans le cadre de nos objectifs, entre les idées négatives et les idées positives, ce sont les idées positives qui sont recherchées, qu'on doit valoriser. Et en les valorisant, elles prennent de plus en plus de place dans notre psyché. Et les idées négatives de moins en moins. Et il faut savoir que dans notre quotidien normal, on peut cogner le pied, on peut faire l'accident, sans dire que c'est X qui est à l'origine. Il faut d'abord prendre ça comme un processus normal. C'est quand on parle du paranormal que ça complique. Parce que là, je vous ai parlé du psychosomatique, non. Il y a le lien entre le corps et le psychisme. Donc vous pouvez avoir un problème sur le plan physique. Par exemple, j'ai joué, on m'a taclé, je me suis fait mal à la cheville. Et vous faites une relation de cause à effet avec le village, par exemple. Sur le plan médical, sur le plan du suivi, c'est parfait, c'est bon, vous êtes guéri sur le plan physique, mais sur le plan mental, la blessure est là. C'est reste la raison pour laquelle nous avons les émotions, etc., la peur. Que quand tu te retrouves dans la même situation, et comme on dit, je pense donc je suis. Je me retrouve dans la même situation lors d'un match. J'ai le même problème parce que je n'ai pas encore guéri mentalement. Je n'ai pas encore guéri mentalement. Donc, le paranormal, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Ça existe. Mais ce n'est pas la base de l'entraînement ou bien de l'apprentissage. Si le paranormal était quelque chose d'indispensable, cette personne ne fait aucun effort pour réussir. C'est qu'on ne fait aucun effort pour réussir. Or, vous savez qu'en fonction des domaines,
il faut toujours faire des efforts jusqu'à épuisement. Jusqu'à épuisement. Parce qu'il y a des situations comme ça dans la compétition que vous devez aller puiser les réserves au fond de vous. Sinon, c'est une donnée physiologique que l'équipe adverse va exploiter pour prendre le dessus. Donc, je disais que il n'y a rien dans l'entraînement que si vous ne faites pas, vous allez faire le jeu de la compétition. Rien. C'est pour cela que la question du génie est apparue. Pourquoi? Voici notre psychisme, notre tête. Un individu qui s'entraîne, il a plusieurs possibilités de résoudre un problème. Parce que lorsqu'on s'entraîne, nos neurones sont modifiés. Lorsqu'on s'entraîne, nos neurones sont modifiés. Les neurones, ce sont les passages de quoi? De l'influx nerveux. Donc, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, vous faites méthodologie d'entraînement, c'est ça, non? Voilà. Vous avez bien vu l'indice d'entraînement? L'indice d'entraînement est très important. Ce sont les choses qui sont maîtrisées. Donc, quelqu'un qui s'entraîne 3 fois sur 7 et quelqu'un qui s'entraîne 7 sur 7, vous voyez que son indice d'entraînement est supérieur par rapport. Donc, sur le plan physique, sur le plan technico-tactique. Wow. Et non seulement ça, donc quelqu'un qui s'entraîne, voilà comment son psychisme est. Quelqu'un qui s'entraîne, voilà comment son psychisme est. Synapses, neurones sont multipliés. Partout. Ça veut dire que, quelle que soit la difficulté à laquelle il se trouve, il va trouver une solution pour résoudre le problème. Parce que l'apprentissage nous permet de résoudre les problèmes au moment venu. C'est ça l'apprentissage, c'est ça l'entraînement. Quand il parle d'apprentissage, vous entendez entraînement. Quand il parle d'entraînement, vous entendez apprentissage. Donc, quelqu'un qui s'entraîne, son psychisme est saturé comme ça. C'est pour cela que le génie qui s'entraîne, vous voyez qu'il développe toujours des Or, quelqu'un qui s'entraîne comment? Voilà comment son psychisme est. Ça veut dire qu'il y a très peu de possibilités de résoudre un problème. Pardon? Même s'il a le génie, Le génie, sans travail, ne sert à rien. Super. Le génie sans travail ne sert à rien. Si vous êtes handballeur et que vous êtes ici, dès que je vous donne le ballon, bam, vous êtes bloqué. Il va envoyer à qui? Si vous êtes footballeur, on vous donne le ballon, le temps de... Or, l'entraînement, l'apprentissage, s'il vous plaît, a pour but de transférer, de faire de nos gestes des gestes c'est-à-dire sans réfléchir. Et c'est ça, quand ça gêne. C'est pour ça que dans certains sports, dans l'école, on passe à la boule, etc. Parce qu'on a déjà le schéma, on sait déjà. On n'a pas de difficulté à résoudre un problème quand nous sommes ici. Mais quand nous sommes ici, si je suis au judo, je saisis. Je tape la surface, j'engage, je fais comment? Or, pour résoudre un problème, c'est aussi une question de temps. La donnée, le temps est aussi une donnée très importante. Le temps.
Vous êtes entraîneur de judo. Vous êtes entraîneur de foot. Vous êtes le temps de quelque chose d'important. La vitesse aussi. La vitesse. On parle souvent de la vitesse des exécutions. La vitesse des exécutions. La vitesse des exécutions. Il y a des données ici. La puissance, la force. Ça entre dans les facteurs physiques et physiologiques. C'est la performance, la puissance, la vitesse, tout ça. Si je suis footballeur, j'ai le ballon, je me mets à regarder, on va le prendre. Je suis judoka, je peux faire un hippon. Le hippon, ce n'est pas les histoires des ralentis là. C'est tac, tac. Je t'immobilise. Vous regardez souvent le basket. Vous voyez souvent la vitesse à laquelle les joueurs se font les passes. On va là-bas, tu vas barrer là-bas, tu vas là-bas, tu vas, on renverse. Le temps de revenir, la vitesse d'exécution. Et moi, en tant qu'entraîneur, puisque je suis dans le domaine du comportement, je dois observer le comportement de l'équipe adverse. Si je sais que sur le plan de la vitesse, ils sont bons, moi aussi je dois mettre en place une stratégie pour casser cette donnée-là. Si en tant que psychologue, en tant que préparateur mental, vous faites fi de la vitesse, c'est difficile de trouver un adversaire, de surmonter un adversaire, une équipe qui a mis en place comme tactique la notion de la vitesse d'exécution. Et quelle que soit la discipline, la vitesse est importante. Et on ne peut que travailler cela le jour de l'entraînement. Et à force de travailler, c'est le corps qui s'ajuste. Le cœur change, se modifie. Les capacités respiratoires augmentent. Les données physiologiques peuvent aussi vous amener à vous décourager. Si vous êtes au judo ou bien en boxe et que les 3 premières minutes là, on te souffle, tu n'auras plus la force de dire que je vais au deuxième rang. On aura déjà semé le doute dans ta tête. Or, c'est à l'entraînement que ça se travaille. L'entraînement, l'apprentissage, les déplacements, c'est lors de l'entraînement, c'est lors de l'apprentissage. Et quand vous vous entraînez, le psychisme enregistre. De sorte que le jour de la compétition, parce que c'est quoi? L'apprentissage a pour but de résoudre nos problèmes de façon situationnelle. Et quand je parlais des domaines de l'apprentissage, je voulais parler de la conduite. C'est ça, non? Je crois la conduite des véhicules. Parce que l'apprentissage a pour but de résoudre nos problèmes de façon quotidienne. Quelqu'un qui n'est pas soumis à un apprentissage, par exemple, tu conduis, tu n'es pas soumis à un apprentissage, tu deviens un danger pour toi-même et pour les autres. C'est pour ça que le processus d'apprentissage est important. Si vous disiez que bon, ça ne sert à rien de venir ici, il y a certaines données que au fur et à mesure qu'on échange, que vous apprenez et que vous essayez de comprendre mieux qu'avant. Or, il y a certaines personnes dans la même situation qui ne maîtrisent aucune donnée. Parce que les exercices qu'on impose, soit aux enfants, soit aux équipes, on peut détruire un individu. Or, le but, c'est de l'amener à progresser, de l'amener à se développer. Si vous entraînez les 100 mètres,
à force de travailler peut-être à 150%, ça augmente tous vos paramètres physiques et physiologiques. Ça modifie. Le comportement change, c'est-à-dire la façon dont vous êtes sur la piste et vous courez. Mais si votre indice d'entraînement est peut-être de 2 sur 7, vous savez que dans les compétitions, il y en a qui courent 3 fois la journée. Tu cours 2 fois. La 3e fois, tu es en demi-finale, tu es déjà 4 ans. Tu es foutu. Or, 100 mètres à 10 heures, tu passes au prochain tour. Le prochain tour à 12 heures. Ainsi de suite. Et tu ne peux pas, si le jour de l'entraînement, tu fais seulement 100 mètres, tu dis que c'est bon. Tu vas aller Le jour de la compétition, tu vas pisser sur toi. la langue. Oui. Et le mauvais stress a ceci de dangereux qu'il y en a qui font pipi sur eux. Je ne voulais pas parler de quelque chose, mais il faut pipi sur eux. Et le mauvais stress, vous avez vu la physiologie, vous voyez ça fait aussi la physiologie, non? Quand vous êtes dans une bonne dynamique, le corps libère les hormones. Il y a les hormones positives, il y a les hormones négatives. La dopamine, une bonne hormone. Il y a l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone qui grippe les muscles et qui rend colérique, parce qu'en réalité, quand on voit aussi des trucs colériques, ça vient là. On peut modifier, sur le plan physiologique, on peut modifier les hormones de quelqu'un qui devient colérique ou sanguin, etc. Parce que tout ça, c'est aussi le jeu des hormones. Tout ça se passe aussi à l'interne. Et pour éviter ça, je dis bien entraînement. Et vous devez maîtriser votre discipline. Si je suis dans le foot, je dois maîtriser les caractéristiques du football, les exigences du football. Si je suis en judo, je dois maîtriser les exigences du judo. Si je suis en hand, je dois maîtriser les exigences du hand. Et je dois travailler, pas pour travailler, mais pour atteindre un objectif. Mon objectif, comme de nos jours là, les gens ont souvent pour objectif de voyager. Vous voyez? Quand ils voyagent, il a déjà atteint son objectif. Avec sur le plan sportif. Donc, il y a les objectifs et comment je dois faire pour travailler? Je dois avoir les paramètres de l'équipe adverse. Sur le plan physiologique, sur le plan de l'endurance, je dois connaître. Ce sont les données qu'un entraîneur doit avoir pour mouler également son équipe, bien sûr, l'athlète, par rapport, sinon plus que l'équipe adverse. Si tel n'est pas le cas, inutile. Sois le plus bon coach mental que zéro. Ça ne peut pas donner. Parce que il y a d'abord le physique, comme la tactique, tout ça. Il faut d'abord mettre ça en place. Il faut mettre ça en place. Si tu t'envoies au charbon, tu pompes. Quand tu sais que tu as fait 1000 pompes là, quand tu sors de là, tu es content. Tu sais que si on va me taper, il ne rien ressentir. Mais, parlant de la physiologie, tout ça, ce sont des données, parce que dans le document, quelque part, la psychologie est une science, si vous avez lu, c'est une science comment?
C'est une science carrefour. C'est une science carrefour. C'est-à-dire que tu es psychologue, tu dois t'abreuver de toutes les autres sciences dans le domaine du sport. Que ce soit la biologie, la physiologie, etc. Tu dois savoir, tu dois maîtriser. C'est une science carrefour. Parce que toutes ces sciences-là ont pour but d'étudier de l'homme. Si c'est l'anatomie, d'étudier de l'homme, si c'est la morphologie, etc. Si c'est l'ostéologie, d'étudier des os, etc. Et puis ça va en faisant le sport. En faisant le sport, on renforce les os, non? C'est pour la psychologie de l'enfant. Donc si un enfant n'est pas entraîné dès le bas âge, il sera fragile. Et si un enfant n'est pas entraîné dès le bas âge, je veux dire, quand il dit bas âge, c'est entre 7 et 8 ans, par exemple, il aura des problèmes de coordination et des problèmes de souplesse. La souplesse, ça se travaille dès le bas âge. La coordination dès le bas âge. Parce que tu ne peux pas être un athlète de haut niveau si tu es incoordonné. Si tu es incoordonné, tu ne peux pas. Donc, il y a des choses, psychologie de l'enfant, il y a des choses qu'on doit enseigner à l'enfant dès le bas âge. Et si vous traversez une certaine étape, il sera difficile de revenir en arrière. Parce qu'il y a des gens qui commencent la compétition peut-être à 15 ans, d'autres à 20 ans, d'autres. Ils ont des manquements sur le plan physique et physiologique. Et si un jour, la discipline à laquelle ils sont soumis est très élevée, ils peuvent avoir des problèmes cardiaques. Ils peuvent avoir des problèmes cardiaques. Et la façon dont on s'entraîne modifie le cœur. Dès le bas âge, il ne faut pas travailler les exercices d'intensité avec les enfants. Il ne faut pas travailler l'intensité avec les enfants, les exercices de force, de puissance. Non. On travaille la souplesse, l'endurance. Le risque, c'est la modification de certains de ces organes. Il y a un joueur. Il y a dans le domaine du sport de haut niveau, on entend souvent qu'il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques, alors le cœur, malformation cardiaque. C'est la façon dont ils ont commencé les exercices, ou avoir des exercices auxquels on les a soumis étant petits. Pardon? Je ne suis pas contre, ça peut être héréditaire. Ça peut être héréditaire. Et quand c'est héréditaire, on ne peut rien. Vous êtes d'accord? C'est justement pourquoi il faut maîtriser l'entraînement. Oui. Parce que quand c'est héréditaire, ça devient irréversible. Or, dans le domaine de l'entraînement, on peut modifier beaucoup de choses. Donc, voilà la tête d'un athlète qui ne s'entraîne pas. Il n'a pas de solution. Il est bloqué. Que ce soit en judo, que ce soit en boxe. Il est même bête à la limite. Oui. Il est bête à la limite. Oui. C'est par rapport à la préoccupation que les sommants posés tout à l'heure. J'ai suivi comment il parlait, lorsqu'on parlait du football et de l'entraînement, il parlait des petits vins de la grande. les petits vins de la grande. Les petits vins. Les petits vins. C'est juste pour lui dire que dans ce domaine humanistique, on est en train de dire. Tu peux avoir du talent, tu peux être ingénieur comme le professeur te le dit, mais si tu ne t'entraînes pas, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas progresser. Ton génie sera bloqué sur place. Et même quand ces grands-mères, ces gens du village, comme dit, vous font des efforts, parfois c'est pour retarder. Parce que dans le domaine humanistique, il y a
appelle la foi. Parce que sans foi, tu ne peux pas évoluer aussi. Il ne faut pas toujours les efforts des ingrédients. Parfois, tu peux avoir tout ça, mais même jusque-là, tu restes sur place. Donc, la croyance est aussi. Et c'est aussi ça le problème de notre éducation nationale. Manque de croyance, manque de foi. Il y a combien de doigts? Attendez. Après, ils sont nous sommes partout. Oui. Vous vous appelez comment? Qui? Nono. Et Lono? Nono. Nono? Nono. Benito. Nono. Oui, vas-y. S'il vous plaît, suivez Nono. Asseyez-vous là, pas de souci. Est-ce que le temps de la comme tu l'as parlé, était venu au Cameroun avant de partir au Réal? Donc voilà, vraiment, je vais commencer à faire mais est-ce que tu as Monsieur, oui, allez-y. Je m'appelle Malala. Je sais que le football est devenu scientifique. Il y a l'aspect scientifique démontre que si quelqu'un s'entraîne bien, qu'il est discipliné, qu'il respecte les normes du jeu, il peut faire une bonne carrière. Je vais pas parler du domaine paranormal. Oui. Parce que ça, je vais faire une perspective pour faire une petite histoire. Ce que nous avons eu à dire, par exemple, dans le canon. Je parle sur le canon avec une question. Et tout dit. La canon, nous allons arriver dans le cimetière des Patriarches. Quand nous arrivons dans le cimetière des Patriarches, on nous dit, vous avez 6 matchs, vous avez gagné, vous avez gagné, c'est pas bon. C'est pas ce qu'on veut qu'on a fait. On nous a fait manger sauterelles, hirondelles, des viandes bizarres. Disant que quand vous allez partir, vous allez faire